Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Nicolas Bouzou. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Toujours un plaisir de vous avoir. Aïe. Le rapport annuel sur la stabilité financière vient de sortir, pondu par la Banque de France, qui pointe des signaux comparables à la crise de 2008, la grande crise financière, notamment la fragilité du crédit privé. Est-ce qu'on s'inquiète parce que la comparaison avec la grande crise de 2008, pardon, mais ça fait peur? Je ne suis pas certain d'acheter le parallèle avec la crise de 2008. Alors, c'est vrai, je comprends l'idée d'un endettement privé qui est très important. C'est vrai qu'on a un endettement dans le monde, de toute façon, qui est très important, à la fois privé et public. L'équilibre dépend selon les pays, mais ça, c'est vrai que c'est une préoccupation, évidemment, de premier plan. La grande différence, c'est qu'en 2008, on était dans une période d'augmentation des taux d'intérêt. Là, les taux d'intérêt sont déjà élevés, en quelque sorte. Donc, on a une économie mondiale, certes endettée, mais qui s'est déjà, en quelque sorte, habituée à ce niveau élevé des taux d'intérêt. Donc, pas de risque de crise financière. Vous imaginez, si je vous dis ça, qu'il y a une crise financière demain, on me le reprochera toute ma vie, donc je ne vous le dirai pas. Non, en revanche, je pense que le parallèle pertinent, me semble-t-il, est plutôt... de fragilité. Justement, je pense que le parallèle, c'est plutôt 2001-2002, c'est-à-dire l'éclatement de la bulle Internet, parce qu'aujourd'hui, on voit bien quand même qu'on a des valorisations qui sont excessives dans le domaine de l'intelligence artificielle. En fait, c'est l'histoire qui se répète. À chaque fois qu'on a une très grande révolution technologique, on a beaucoup de mal à évaluer les business models. On a des promesses sans avoir encore les profits. Donc c'est très exactement ce qu'on a aujourd'hui. Toutes les activités IA, elles perdent de l'argent. Alors elles appartiennent à des groupes qui, eux, gagnent de l'argent. Microsoft, Alphabet, Meta, tout ce que vous voulez. Mais quand vous regardez leur filiale IA, ça perd beaucoup d'argent, alors même que les valorisations sont très élevées. Donc là, il y aura un ajustement. Ce n'est pas dramatique. Je ne pense pas... Enfin, vous voyez, le parallèle avec 2008... Je ne suis pas complètement convaincu. Maintenant, qu'il y ait des signes de fragilité, qu'il y ait des... Quels sont les signes de fragilité des ajustements financiers aujourd'hui? En fait, une autre différence quand même avec 2008, c'est que le système financier, la régulation n'est pas du tout la même. Quand vous regardez les banques françaises, les banques européennes, vous regardez les ratios de liquidité, les ratios de solvabilité, ils sont quand même très bons. On a des banques aujourd'hui qui sont très solides. Alors vous pouvez me dire, oui, mais il y a tout ce qui entoure les banques et qui est moins bien régulé, la dark finance, etc. Mais c'est vrai, mais tout ça existait déjà en 2008. Mais le cœur, si vous voulez, de la finance, le système bancaire, en tout cas, lui, il va bien. Donc voilà, c'est pas là que je placerais mes inquiétudes principales. Et vous lui placez où alors vos inquiétudes principales? Dans l'endettement public, en ce moment. Ne me parlez pas de la France, tous les pays sont dans ce cas-là. Si, je vous parle de la France. Pourquoi que la France? Parce que, en fait... Ce qui se passe au Royaume-Uni, regardez l'endettement américain... Le Royaume-Uni, c'est pas génial, oui, ça je vous l'accorde. C'est peut-être d'ailleurs un pays qui peut nous consoler d'une certaine façon, à la fois sur le plan économique et sur le plan politique. Ouais. Non, il y a quand même quelque chose qui est particulier à la France. En fait, vous avez raison, si vous regardez le niveau de l'endettement public, vous regardez la dette publique rapportée au PIB, en France... C'est pas bon, mais... On a eu les chiffres d'ailleurs qui viennent de sortir là. Voilà, exactement. Donc on voit que ça a encore augmenté. 1500, de mémoire, 30 oui, c'est 117% du PIB, quelque chose comme ça. Bon, mais vous avez raison, il y a beaucoup de pays dans lesquels... je le répète, pardon, la France s'endette toujours tranquillement sur le marché. Non, enfin oui, mais si. la grande différence, c'est nos déficits publics, en fait. C'est-à-dire le rythme d'augmentation de la dette. Et les déficits publics en France, en ce moment, c'est catastrophique. C'est absolument catastrophique. On est au-delà de 5%. Alors, on était... au-delà de 5% l'année dernière. On sera au-delà de 5% cette année. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune amélioration. Il y a eu une crise, il y a eu la guerre en Iran, il y a eu le pétrole à $120. Oui, mais d'accord. Vous n'avez pas échappé. Alors, je suis au courant, mais ça ne change pas le fait que le déficit, il est en augmentation, si vous voulez. La croissance a été revue de moitié par la Banque de France. Et l'année prochaine, on est sur une trajectoire de déficit qui est de l'ordre de 6%, voire de 7% du PIB. Parce qu'on a eu un peu d'inflation, notamment, vous avez tout à fait raison, en raison de la guerre. Et en France, on a un système social, notamment les retraites, qui sont indexés sur l'inflation. Donc, on a devant nous une explosion des dépenses. Donc ça, je voudrais vraiment le dire. Aujourd'hui, on a un dérapage de nos déficits publics en France qui est une catastrophe absolue. D'ailleurs, il ne vous a pas échappé que le Premier ministre a envoyé à juste titre une lettre à ses ministres leur demandant de faire des économies en cours d'année. Je pense et j'espère qu'il y aura des annonces qui seront faites assez rapidement.
Tout ceci aura un impact sur nos débats présidentiels. Enfin, j'espère que ça en aura, parce que pour l'instant, personne n'en parle sérieusement. Tout le monde en parle un peu, mais personne n'en parle sérieusement de ce sujet. Il y a vraiment un dérapage incontrôlé. Oui. On reste dans la zone des 5 et quelques. Non, là, non, mais cette année. Oui. Mais l'année prochaine, en fait, si vous prolongez les courbes, vous êtes à 6, voire à 7%. Donc ce sont des déficits qui dérape absolument gigantesques. C'est la dépense sociale, en fait. C'est la dépense sociale. Mais ce n'est pas le fait qu'il y ait moins de croissance et donc moins de rentrée fiscale. Ça joue, mais vous avez raison, bien évidemment. Mais en fait, c'est les deux. Voilà. On a un peu moins de croissance parce qu'on aura une croissance qui sera inférieure à ce qui était donc prévu. Moins de recettes fiscales. Mais songez quand même que, on en a déjà parlé sur ce plateau, mais alors même qu'on a des difficultés financières qui sont connues, on a suspendu la réforme des retraites, par exemple. Si vous regardez les comptes sociaux, l'État, c'est une catastrophe. Mais les comptes sociaux, retraite, déficit, santé, vous savez de combien sera le déficit cette année? Il sera de 15 ou de 20 milliards d'euros. Sur les retraites, on a un tout petit déficit, là. Formidable. Sauf que... milliards, quoi. Oui, si on a un déficit de quelques milliards, l'idée quand même de suspendre une réforme est baroque. C'est-à-dire que si on a un déficit de quelques milliards, ça veut dire que les réformes qu'on a faites ne sont pas suffisantes. Bon, donc vous donnez de l'eau à mon moulin. Mais de toute façon, il n'y a aucune raison que le système des retraites soit en déficit. Aucune raison économique et du point de vue... Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire, le déficit des retraites? Ça veut dire que les retraites aujourd'hui, elles sont payées par les actifs, vous et moi, ça c'est le système par répartition, mais comme on s'endette, c'est aussi payé d'une certaine façon par nos enfants. Déjà par nos enfants. Payé 2 fois, c'est complètement dingue. Quant au déficit en matière de santé, il est absolument hallucinant. Non mais ce que je veux dire, David, c'est que en fait... En tout cas, les marchés financiers ne s'angoissent pas plus, s'angoissent moins que vous. Non, on voit, oui, mais quand vous regardez les Ceux taux... qui nous prêtent de l'argent, là, les taux... moins angoissés. Oui, mais vous forcez l'optimisme, et vous avez raison, mais les taux ont un peu baissé ces dernières semaines. Parce que les marchés... On est à combien sur le 10 ans français? J'avoue que je n'ai pas regardé. Là, on doit être à 3,40. Ouais, quelque chose comme ça. 50, et en fait, on était sur une trajectoire qui nous emmenait plutôt vers 4 et qui a été, tant mieux, interrompue par l'accord de paix, je mets 100 guillemets si vous me permettez, entre les États-Unis et l'Iran. Mais en fait, on voit bien qu'il y a une espèce de lâche soulagement des marchés, en fait. Voilà, c'est-à-dire que les marchés essaient de se convaincre que cet accord de paix, il va ramener les choses à la normale, ce que personne en fait ne pense. Donc, il suffit que la situation géopolitique se dégrade un peu, et elle va de toute façon se dégrader, pour que les taux remontent vers les 40%. Quand vous regardez la charge des intérêts de la dette, là aussi, de mémoire, je ne vous donne pas ça à 20 € près, mais on doit être aujourd'hui à 55 milliards, quelque chose comme ça. Un peu plus. Et en fait, les projections... c'est 100 milliards de... Voilà, exactement. Ouais. Vous voyez sur le pétrole, puisqu'on parle je suis content que vous ne soyez pas inquiet, mais... Non, mais je vois juste que ceux qui nous prêtent de l'oseille, pour le coup, eux, ils ne s'angoissent pas. Donc, je me dis que ça peut durer encore, quoi. Oui, mais il y a quand même un moment... À force de crier au loup, vous finirez par avoir raison. Oui, mais sauf que la situation, elle s'aggrave. Vous voyez ? C'est vrai, ça c'est la réalité. Et en fait, elle s'aggrave alors même qu'on colmate les brèches année après année, et donc on voit bien qu'on est au bout d'un modèle. Et ce que je veux dire aussi, parce qu'on va commencer à réfléchir à l'élection présidentielle, c'est qu'il faut qu'on mette les choses sur la table. C'est-à-dire qu'on voit qu'on est au bout du modèle et qu'il faut qu'on tranche cette question, que le Français tranche cette question. Ouais. Est-ce qu'ils veulent conserver cet État-providence? Je pense que oui, en fait. La réponse est oui. Bien sûr, je pense que tout le monde y est attaché. Et donc, quelles sont les conditions? Quand je vois que hier, j'écoutais Marine Le Pen sur France Culture, elle revient à la retraite à 62 ans. C'est elle qui le dit, hein. Enfin, on comprend un peu un truc de ce que dit le Rassemblement national sur les retraites, parce que j'avais essayé de comprendre ces dernières semaines. J'y avais vraiment alloué des ressources cognitives, mais je comprenais toujours rien. Là, au moins, c'était clair. Voilà, elle a dit, l'objectif, c'est la retraite à 62 ans. Donc, vous voyez, là, je crois qu'il faut quand même qu'on mette... C'est vraiment une aberration. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour ceux qui ont commencé à travailler très tôt. Non, mais là, elle le disait en règle générale. Ah, ça c'est un autre sujet. Voilà. Donc, pour ceux qui ont... Mais en fait... Les carrières longues, elles sont déjà... Vous aviez Bertrand Martineau, je crois, avant-hier, sur votre plateau. Je vous écoute tous les jours. Oh. Et encore plus quand c'est Bertrand Martineau, qui est quand même le meilleur spécialiste en France des questions de retraite, qui explique très bien que, de toute façon, les changements démographiques qui viennent encore d'être validés par l'INSEE lors de son bilan démographique, qui a été publié il y a quelques semaines, montrent que, de toute façon, les paramètres d'équilibre se déplacent. Et ce qu'explique très bien Bertrand Martineau aussi, c'est que, en fait, les dispositifs carrière longue sont déjà
très présent dans notre système de retraite, et que ce que vous mettez, ce que vous pointez du doigt, c'est-à-dire des gens qui auraient commencé à travailler à 16 ans et qui, à 62 ans, seraient toujours pas en retraite, en fait, il y a peut-être des gens qui passent à travers les mailles du filet, mais c'est très exceptionnel, et que notre système aujourd'hui, il est conçu pour éviter ça. Un mot du pétrole quand même, on est autour des 73 $ le baril. On se dit quoi? On se dit que la baisse est faite ou que ça peut aller encore plus bas? Alors ça peut aller plus bas, peut-être pas tout de suite, parce que ce que nous sur Hormuz, c'est quand même pas clair. Les navires commencent à passer. Pour le coup, on est sur quoi? 40 navires par jour. On était à 120 navires qui passaient en détroit par jour. Mais il y a cette histoire de au-delà de 60 jours, qu'est-ce qui se passe dans l'accord entre Américains et Iraniens sur l'administration, péage ou pas, frais de passage ou pas entre Oman et on a compris que l'Iran voulait continuer d'administrer ce détroit. Je suis content parce que je me retrouve d'accord avec vous. Non, en fait, du pétrole, il y en a beaucoup. En fait, en théorie, avant la guerre, ce que prévoyaient les spécialistes du marché du pétrole, c'était plutôt un marché déséquilibré au bénéfice de la production. Donc des prix qui pouvaient baisser très bas, qui pouvaient baisser peut-être à 60 $, quelque chose comme ça. Et là, je suis entièrement d'accord avec vous pour le coup. Je pense qu'il ne faut pas trop en faire sur le côté. Le détroit d'Ormuz est rouvert, on a des dizaines de bateaux qui peuvent circuler et on recommence comme avant. C'est très intéressant quand vous écoutez les armateurs, les praticiens de cette affaire-là. Vous écoutez par exemple Rodolphe Saadé qui a donné régulièrement des interviews ces dernières semaines. Et lui, ce qu'il dit, il a dit ça, je crois, il y a une dizaine de jours, c'est le détroit d'Ormuz rouvre très bien, mais nous maintenant, notre hypothèse de travail, c'est qu'il peut refermer. Ouais. Et je crois que c'est la voie de la sagesse. Et donc, nous mettons en place des routes maritimes qui sont parfaitement capables d'éviter le détroit d'Ormuz, mais qui sont donc plus longues, pareil pour l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis, qui vont développer leur gazoduc et oléoduc. Exactement. Pour ne plus passer par le détroit. Donc, quelque part, donc, vous voyez ce que ça veut dire? La poule aux œufs d'or, l'Iran, en jouant à ça, la poule, elle va pondre de temps en temps. Mais ce que ça veut dire aussi, si on fait une analyse économique, c'est que le coût de la mondialisation, les coûts d'approvisionnement sont en train d'augmenter structurellement, avec des routes maritimes plus longues, des coûts d'assurance plus élevés, mais aussi, comme vous le dites, à nouveau des investissements. Donc, c'est plus d'inflation. Qui vont être des investissements à amortir, dont le coût va devoir être amorti. Donc, j'en ferai pas des tonnes sur les prix du pétrole qui baissent. Quand même, les marchés dans cette affaire ont été extrêmement suivants. Moi, ça m'a beaucoup frappé, mais Trump disait qu'il allait réattaquer l'Iran. Le prix du baril à 120. Trump disait que le détroit d'Ormuz allait baisser, que les nouveaux gouvernants étaient iraniens, étaient des gens fantastiques. Le prix du pétrole baissait sous les 100 $. Donc les marchés, si vous voulez, là, pour le coup, il ne faut pas les prendre comme un indicateur avancé de ce qui est en train de se passer. Il vaut mieux réfléchir et faire notre propre avis. On est passé à côté de l'info il y a quelques jours sur cette croissance en France 2023-2024 qui a été sensiblement révisée à la hausse. J'y ai repensé en lisant les Échos et de Denis Ferrand-Rexecotte qui en parlait, porté notamment par l'investissement des entreprises. Comment on explique, je ne sais plus à quelle hauteur, donc il y a eu plus de croissance en France en 23, en 24 que ce qu'on nous avait dit. Comment on l'explique et qu'est-ce que ça traduit? C'est très intéressant. Ça traduit le fait qu'il y a d'une part une résilience de l'économie française qui est très importante. Ne parlez pas encore des déficits, on va y venir après. Non. mais d'autre part, un potentiel de croissance qui est vraiment très important. En fait, quand vous regardez l'économie française aujourd'hui, vous voyez quand même des entreprises partout, dans tous les secteurs, sur tous les territoires, qui exportent, finalement qui amortit assez bien les chocs. Et si je prends là une vision, non pas de macroéconomiste, mais un peu de praticien, parce que je me déplace partout en France, et quand vous écoutez les dirigeants d'entreprise, mais vous connaissez ça par cœur, David, ils vous disent tous la même chose. Moi, ça me frappe. Ils vous disent tous, mais un peu moins de charges, un peu moins de normes, on pourrait faire beaucoup plus. Il n'y a pas un chef d'entreprise qui vous dit autre chose. Ça veut dire que le potentiel vraiment de croissance, il est là. Et donc, quand on n'a pas de choc conjoncturel massif comme on a eu cette année avec la guerre, en fait, on voit que la croissance économique en France, elle rejoint très vite des bons niveaux et elle arrive même à dépasser un peu son potentiel. À quelle hauteur à la hausse? J'ai plus le chiffre en tête.
C'était de l'ordre de 0,3, 0,4 points, me semble. Par an, mais c'est sensible. Non, bien sûr, non, mais c'était... C'est pour ça qu'on en parle. Ouais, mais vous avez raison d'en parler. Donc elle se porte mieux, C'était complètement significatif. La croissance française, l'activité en France se porte mieux que ce qu'on pensait parce qu'il y a sur 2023 et sur 2024, notamment parce que les entreprises ont investi. Exactement, parce qu'il y a des investissements et il va y en avoir... On n'est pas là pour défendre Emmanuel Macron, mais ça veut dire que la politique de l'offre produit aussi des effets, même si on s'en rend compte de manière retardée. On peut le défendre, il n'y a pas de... Non, mais on est là pour défendre personne. Non, mais enfin, je veux dire, on n'est pas obligé d'être suiveur et maintenant tout le monde fait comme si ces 10 dernières années, ça avait été pire que la bataille d'Azincourt. Donc on est aussi capable d'avoir des... Non, mais c'est très important ce que vous dites, parce que moi je pense que le bilan des 10 dernières années, va falloir le faire, et notamment ce bilan, en effet, de cette politique de l'offre. C'est très important. Mais bien sûr, c'est très important d'être capable de faire ça. Et moi, mon analyse, c'est que ça a été positif. Et que s'il y a une dégradation en ce moment, en dehors des phénomènes importants géopolitiques dont on parle, c'est aussi parce qu'on est en train de revenir sur cette politique de l'offre. Et donc ce sujet au fond, est-ce qu'il faut reprendre la baisse des impôts de production? Je crois que oui. Comment on finance? Est-ce qu'il faut faire un grand plan de simplification? Je crois que oui. Comment on le fait? Comment on s'y prend? Par quel véhicule législatif ça passe? Parce qu'on voit que les lois de simplification classiques, c'est très limité. Oui, donc je pense que tous ces sujets sont des très bons sujets. Et que un grand risque, ce serait de jeter le bébé avec l'eau du bain, vous voyez, et de dire, au fond, non, cette politique de l'offre, elle n'a pas fonctionné, donc on la passe par pertes et profits. Je pense que ce serait une erreur absolument majeure, parce qu'elle a marché. Ouais. Mais la croissance, elle a beau être revue à la hausse, encore une fois, sur 2 ans. Les déficits, eux, ils sont toujours entre 5 et 6. C'est ça, c'est ça, pour moi, le truc qui ne boucle pas. Oui, en fait, c'est ça le point négatif de ces 10 dernières années. C'est-à-dire qu'en fait, on a à peu près traité la question de la fiscalité du capital, question de la fiscalité des entreprises, question de l'attractivité, bon, on pourrait en discuter, mais grosso modo, disons quand même qu'on a bien avancé sur la question d'attractivité, mais on n'a pas du tout traité la question des finances publiques. Donc c'était vraiment l'angle mort de ces 10 ans. C'est ça, en fait, l'échec du point de vue de la politique économique du macronisme. Mais parce que le président ne s'est jamais intéressé à ces sujets. Vous verrez quand on fera le bilan, quand il y aura des entretiens qui vont commencer à sortir, vous verrez que c'est un sujet qui ne l'a jamais intéressé. Allez, merci beaucoup. Entretien donc avec plaisir. Avec Nicolas Bouzou, donc invité de la grande interview en direct, également replay sur Boursorama et sur YouTube. Merci, à bientôt. Merci David.